Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois Mathilde Dupré, co-directrice de l'Institut Veblen, une association qui promeut les idées politiques afin d'assurer la transition écologique. Bonjour Mathilde Dupré. Bonjour. Donc vous avez vu cette séquence-là avec un Donald Trump qui va casser l'une des règles, l'un des piliers fondamentaux de l'Organisation mondiale du commerce, c'est-à-dire traiter tout le monde de la même façon en ce qui concerne les tarifs douaniers. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Alors, c'est certain que les États-Unis ont déjà affirmé depuis un certain temps qu'ils ne se sentaient pas vraiment tenus par les engagements auxquels ils avaient souscrit à l'Organisation mondiale du commerce. Depuis 1947, avec le GATT. Voilà, et puis après l'OMC. Ouais. Et donc déjà, en remettant en cause des accords signés, en mettant des droits de douane punitifs sur différents partenaires. Mais là, avec le 2 avril, le tableau qui a été présenté... Liberation Day, le jour de la libération. De calcul des droits de douane un peu à la carte en fonction de la taille du déficit commercial bilatéral des États-Unis avec chacun des partenaires. On est vraiment rentré dans une nouvelle ère de la politique commerciale internationale. Ouais. Alors donc, lui, le président Trump, il envoie 14 lettres à 14 États pour leur demander de signer un accord commercial. Sinon, il va imposer des droits de douane qui peuvent aller de 25% pour le Japon, dit-il, menace-t-il, à 40% pour le Laos. Alors, c'était déjà l'objectif le 2 avril. Il voulait avoir 90 deals en 90 jours. C'était le slogan qui avait été donné jusqu'au 9 juillet. Là, maintenant, il repousse un petit peu la deadline, puisqu'il donne maintenant jusqu'au 1er août pour revenir discuter avec les États-Unis en remettant un coup de pression sur l'ensemble des partenaires. Et effectivement, là, il a envoyé une série de lettres, notamment à des pays asiatiques, mais pas seulement, la Tunisie aussi est concernée, par exemple. Et effectivement, il les somme de venir accepter les nouvelles conditions américaines ou de donner d'autres contreparties en échange pour réduire un petit peu ces droits de douane absolument extravagants. Et on verra si... Vous avez dit 90 deals, il espérait 90 accords en 90 jours. Il en a eu 2 sur, à peu près, le Royaume-Uni et le Vietnam. Avec la Chine, ça s'est un peu calmé. On est tombé à 40%, ce qui est quand même très élevé de droits de douane. Donc ça ne marche pas. Alors, il prétend encore qu'il y aurait une quinzaine d'autres accords en discussion. C'est assez difficile de savoir exactement ce qui se passe vraiment. Ce qu'on sait, c'est que l'Union européenne est quand même s'est aussi présentée au portillon, puisque le commissaire européen Šefčovič était à Washington encore cette semaine récemment. Mais effectivement, pour l'instant, seuls le Royaume-Uni et le Vietnam ont choisi de signer pour sortir de l'incertitude. Je pense que c'est vraiment le choix qui a été fait, mais en acceptant finalement une situation qui est absolument déséquilibrée, puisque le Royaume-Uni a accepté que des droits de douane à 10% continuent de s'appliquer, là où le Royaume-Uni va baisser les droits de douane sur beaucoup de produits américains. Et pour le Vietnam, c'est encore plus déséquilibré, puisque les droits de douane seront à 20%, là où les produits américains seront sans droits de douane. Donc on est vraiment sur un accord léonin. 40% si les produits sont d'origine chinoise, mais qu'ils passent par le Vietnam. C'est ça. Le Vietnam a été particulièrement ciblé, parce qu'en fait, depuis les tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis, il y a une partie d'activité qui a été redirigée via le Vietnam. Et donc le Vietnam est le 3e pays avec lequel les États-Unis ont un déficit commercial le plus important. Et donc, c'est pour ça qu'ils se sont pris autant de pression de la part des États-Unis. Donc, votre conviction intime, il bluffe ou pas, Donald Trump ? C'est compliqué parce qu'il présente 3 raisons pour lesquelles il fait ses droits de douane, à la fois pour collecter des revenus et baisser les impôts par ailleurs aux États-Unis, à la fois résorber le déficit commercial, ce qui est devenu une obsession pour lui, et puis obtenir des deals, passer ces fameux accords. Et réindustrialiser aussi. Et réindustrialiser, et demander aux entreprises de venir pour éviter justement toute cette incertitude et ces droits de douane très, très élevés.
Ce qui est certain, c'est qu'on voit quand même que ça paralyse tout le monde et que du coup, il y a des... Là où l'Union européenne disait il y a 2-3 semaines, 10% c'est impossible, on n'acceptera jamais. Là, elle commence à flancher un peu. Donc, il met quand même au pied du mur absolument tout le monde et il parvient à quand même à faire accepter des conditions qui n'auraient jamais été acceptées par les pays tiers en temps normal. Alors là, il franchit un autre pas. Il menace de 50% de taxes supplémentaires sur le cuivre. Il menace de 200% de taxes supplémentaires sur les médicaments. Il menace le Brésil de Lula de tarifs supplémentaires à cause du procès qui s'annonce de l'ancien président Bolsonaro, parce que lui est un ami de Bolsonaro. Donc il franchit aussi des étapes et il s'en sert d'outil politique, clairement aussi. Oui, mais alors là, c'est vrai qu'on n'est plus dans la transaction, on est dans plutôt l'extorsion. Et c'est vrai qu'on est vraiment dans l'ingérence politique complète quand il s'agit de donner son avis sur une procédure judiciaire en cours dans un pays souverain comme le Brésil. Donc effectivement, ça met les dirigeants de ces pays-là dans des situations complètement impossibles, puisque ce serait... impossible d'accepter ce serait se soumettre cette ingérence-là et en même temps ce sont quand même des conditions économiques qui seraient aussi très déstabilisatrices pour le Brésil, donc c'est vraiment des... Alors ce qu'il fait depuis le président Trump depuis avril risque d'avoir un impact assez fort sur le commerce mondial. Donc en gros les chiffres de l'Organisation mondiale du commerce nous disent qu'il va baisser. Est-ce que c'est pas une bonne nouvelle pour vous qui militez justement pour la transition écologique? Le problème, c'est que pour l'instant, on est sur des mesures qui sont très déstabilisatrices, beaucoup d'incertitudes, avec du coup aussi des investissements qui sont nécessaires, qui ne se font pas ou qui sont reportés dans le temps, etc. Et qu'on n'est pas du tout sur un travail plus fin pour essayer de réduire la partie des activités les plus destructrices pour l'environnement et au contraire promouvoir les industries dont on a besoin pour la transition écologique et sociale. Là, on n'est pas du tout là-dedans. À la rigueur, c'était un peu plus ce qu'avait fait Joe Biden, qui n'était pas complètement revenu d'ailleurs sur certaines mesures protectionnistes du premier mandat de Trump, mais qui avait clairement donné un cap quand même de transition à tout son programme de réindustrialisation avec l'IRA et toutes ses subventions, etc. Là, on est vraiment sur des décisions où on veut... croître et puis continuer à faire croître des secteurs d'activité qui sont très mauvais pour l'environnement aux États-Unis et imposer du soja OGM, du gaz naturel liquéfié, etc. au reste du monde. Donc c'est vraiment pas du tout la préoccupation. Un bon signe pour la planète. Les décisions, non. Alors justement, vous en parliez. Comment l'Europe doit se situer, sachant que vous dites qu'elle est peut-être en train de céder sur les 10% de droits de douane, sachant qu'elle est peut-être aussi, avec l'Omnibus Act, en train de détricoter un certain nombre de règlements qui protègent l'environnement, qui protègent les droits humains. Comment vous voyez, vous, les négociations entre Washington et Bruxelles ? Mais disons que cette fois-ci, l'Union européenne, elle a dit qu'elle préparait des contre-mesures avec 20 milliards d'exportations américaines qui pourraient être soumises à des nouvelles taxes, puis 70 milliards, mais elle n'a pas encore appuyé sur le bouton. Et surtout, elle se montre très hésitante, presque plus que la dernière fois. Et en fait, une des choses qu'on pourrait faire, c'est que Donald Trump, il est focalisé sur la question du commerce des biens. Il faut aussi regarder le commerce des services, parce qu'en réalité, les États-Unis sont des très grands exportateurs de services. Ils sont excédentaires. Ils sont largement excédentaires. Si en plus on compte tous les bénéfices des activités directement des entreprises américaines sur les marchés, c'est presque 1000 milliards d'excédents commerciaux invisibles en plus sur les services. Et l'Union européenne est un marché énorme pour les géants des services américains. Donc on aurait là quand même une carte à jouer dans la négociation qu'on n'a jusqu'à maintenant pas du tout choisi d'utiliser parce qu'avec les nouveaux instruments contre la coercition, etc., on pourrait tout à fait décider de mettre des nouvelles restrictions. Mais Mathilde Dupré, la France a essayé.
par exemple sur les taxes GAFA. Il y a une discussion au sein de l'OCDE sur cette fameuse fixation d'une taxe de 15% de minimum fiscal pour les entreprises. À chaque fois, il y a eu des menaces des États-Unis, à la fois de Biden, de Trump qui a menacé le Canada, qui a essayé de jouer cette carte-là contre les États-Unis. Mais on comprend que ce soit difficile pour un État tout seul d'avoir une taxe sur les services numériques, même s'il en reste quelques-unes, au Royaume-Uni, en France, au Brésil et dans quelques autres pays. Mais par contre, cette histoire d'impôt minimum sur les bénéfices, et ça c'est quand même un impôt qui a été négocié dans un cadre multilatéral et il était tout à fait opportun de commencer à l'appliquer comme prévu. Et au contraire, effectivement, en G7, les pays ont rétropédalé puisqu'ils ont annoncé que ça ne s'appliquerait pas aux entreprises américaines. Donc là, on est vraiment en train de faire l'inverse de ce qu'on devrait faire. Mais comment vous pouvez avoir l'espoir que l'Europe va utiliser cette carte alors ? Parce que l'Europe doit apprendre à rentrer dans un rapport de force. On a quand même vu que pour les Chinois, ça avait fonctionné en partie, puisque ils ont forcé, en prenant des contre-mesures contre les Américains, à rentrer dans une phase de discussion, d'apaisement et en tout cas pour un certain temps, de réduction des droits de douane qui avait été annoncé. L'Union européenne, elle n'ose pas rentrer dans ce rapport de force. Et après, c'est aussi plus difficile pour elle parce qu'on est 27 et qu'il y a des intérêts différents avec des pays comme l'Allemagne, l'Italie ou l'Irlande qui sont très, très exposés et encore plus que les autres sur les échanges avec oui, mais justement, avec la Chine, l'Allemagne aussi était très exposée en Chine. Et pourtant, vous le dites, en effet, il y a eu des mesures de coercition économique, de reprise, où on a taxé un peu plus les voitures, les batteries, etc. Pourquoi alors, ça a donné lieu à beaucoup de débats, effectivement, sur les voitures électriques par rapport à la Chine, mais on l'a fait. Et il faut que l'Union européenne assume cette puissance commerciale et le fait que l'accès à son marché européen, qui est un des plus grands marchés et les plus riches du monde, puisse devenir une vraie monnaie d'échange. Et c'est vrai que pour l'instant, elle le fait trop peu. Et en plus, par ailleurs, elle est aussi, l'Union européenne, effectivement, comme vous le disiez, tenter de rentrer dans cette vague de dérégulation, puisque là où les États-Unis disent qu'il y a beaucoup de nouvelles règles européennes qui ne leur plaisent pas, que sur les services numériques et le marché numérique, mais aussi sur le devoir de vigilance, sur la durabilité dans la finance, sur l'agriculture, etc. Et ça, l'Union européenne, on voit que le ton a complètement changé avec le début de cette nouvelle mandature, que pour favoriser la compétitivité dans l'Union européenne, on est prêt à revoir des textes qui venaient juste d'être adoptés, qui ne sont même pas encore mis en œuvre et qu'on est en train de revisiter selon des procédures qui sont assez surprenantes parce qu'on défait ce que le législateur vient à peine de faire. Merci beaucoup Mathilde Dupré pour vos réponses. L'invité de l'économie est terminé, évidemment. Vous pouvez retrouver cette émission sur nos réseaux sociaux, sur nos podcasts et sur france24.com. Au revoir. Les portes s'ouvrent. C'est quand même incroyable comment ils sont faits. C'est quelque chose de fou. Ça résonne en nous. C'est comme si tu étais dans un autre monde. Chaque jour, la culture fait du bruit sur France 24. Bienvenue à Kinshasa. Je suis Aurélie Bazara-Kibangula, la correspondante de France 24. Retrouvez-moi dans le Journal Afrique et toutes nos éditions d'information pour vous raconter l'actualité de la République démocratique du Congo sur France 24. Aurélie Bazara-Kibangula, l'une des 200 correspondants de France 24 dans le monde.